Est-ce qu'au fond vous m'entendez? Oui. Je vais essayer de garder ce volume de voix. Il y avait deux thèmes qui auraient pu faire la conférence de ce soir. Il y avait soit les ONG, soit George Soros. Les deux sont liés. Je préférais choisir George Soros, puisqu'avec un ami, on travaille dessus depuis maintenant plus d'1 an. Et surtout parce que ça me permettra d'isoler un petit peu le cas Soros pour montrer comment il se répercute au travers d'autres ONG dont on n'aurait pas forcément idée. Avec un ami, donc Gregor, on a monté un site qui s'appelle sorosconnection.info et qu'on souhaite transformer petit à petit en base de données qui rassemble les divers réseaux de Soros, que ce soit dans le business, avec le Soros Fund Management ou le Quantum, ou alors avec l'Open Society qui est son ONG. Pour l'instant, ça se construit petit à petit, on traite de divers sujets, et comme vous voyez, la cartographie qui a vocation à devenir de plus en plus complète permet de faire des recoupements entre diverses organisations qu'on peut oublier article après article. Si vous voulez retrouver les ONG, je vous mets ici quelques liens, mais que je n'aborderai pas ce soir. En fait, Soros il constitue un cas d'école à plus d'un titre. En premier lieu, il montre que les ONG ne sont pas forcément au service des citoyens. Je pense que vous le connaissez tous, donc c'est un milliardaire qui a fait sa fortune dans la finance, dans un coup contre la Banque d'Angleterre, en spéculant contre diverses monnaies nationales, avec diverses opérations de spéculation. En fait, on pourrait vraiment égrener ça pendant longtemps. On notera que depuis qu'Obama est arrivé au pouvoir, en plus de 8 ans, sa fortune a augmenté de plus de 16 milliards de dollars. Pardon. Il est aujourd'hui à 25,2. Ce qui constitue une petite somme. C'est moins que Bill Gates qui est à 85. Mais c'est quand même pas mal. C'est un bailleur de fonds des démocrates. Ça ne l'a pas empêché de travailler dans la même boîte, que George Bush en 90, une boîte qui s'appelle Spectrum 7. Et quand on nous pointait cette contradiction, il disait que nous achetions de l'influence politique. Vous pouvez aussi vous reporter aux différents choix croisés qu'il y a entre les membres du Soros Fund Management et de l'Open Society pour voir les liens qu'il y a entre le business et les ONG. Je vous invite à vous reporter par exemple au profil LinkedIn. Il y a un opérateur facile à taper sur Google. Vous tapez Soros Fund et à côté vous tapez Open Society, LinkedIn, et vous allez trouver les personnes qui appartiennent à l'un ou à l'autre. Je parlerai d'un cas en particulier tout à l'heure. Ensuite, il est intéressant un deuxième titre. C'est qu'il montre que les journalistes ne font pas leur travail, une fois de plus. Je pense au particulier à la section Afrique du journal Le Monde, qui j'ai déjà dit à d'autres occasions. La section Afrique du Monde a pour partenaire l'Open Society Initiative for West Africa, donc c'est la branche ouest africaine de l'Open Society, avec aussi la fondation Bill et Melinda Gates. Ça peut expliquer pourquoi parfois il y a des rapports d'ONG qui sont résumés avec sympathie, comme par exemple un rapport d'Oxfam contre un rêve au Niger, sachant qu'Oxfam, au moins dans sa branche américaine et dans d'autres, est financé par l'Open Society. Ou alors quand Global Witness argue d'un trafic de bois illégal entre la RDC et la France, sachant que Global Witness, en 12 ans, a reçu 16,5 millions de livres sterling de la part de l'Open Society. J'en parlerai de Global Witness à peu près, un peu après. Ensuite, il est intéressant un troisième titre, c'est que si on est un peu naïf, qu'on n'est pas un minimum averti sur la guerre économique, mon cercle Aristote, je pense que vous l'êtes, on se dirait que c'est un schizophrène. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a, dans les années 40, reconnu qu'il avait spolié les biens des Juifs, en se faisant passer pour chrétien par son père, en se faisant passer pour le filleul chrétien de son père. Il l'a reconnu dans une interview donnée à 60 minutes en 1998. Vous avez Égalité et Réconciliation qui l'a traduite, elle est disponible sur YouTube, c'est très révélateur à plus d'un titre aussi. Et ensuite, quand l'Union Européenne ou certains pays veulent refuser les migrants, dont il orchestre l'avenue au travers de diverses ONG, je vous montrerai une cartographie, il dit que ça lui rappelle les années 30, que ça lui rappelle lui quand il était juif, qu'il avait beaucoup souffert, qu'il avait eu peur de se faire déporter. Alors que dans un bouquin, il avait dit que c'était la meilleure période de sa vie, que ça avait formé son caractère. Un deuxième exemple, c'est un apôtre de la transparence. C'est un des plus gros financeurs de l'ONG Transparency International, que vous connaissez peut-être, qui aujourd'hui fait pas mal de lobbying en France pour les élections présidentielles, et qui fait énormément de lobbying pour faire passer les lois sur les lanceurs d'alerte aussi. Il est aussi le financeur des Panama Papers, dont on fête les 1 an aujourd'hui. Il y a Transparency International qui d'ailleurs fait une soirée spéciale pour ça. J'ai contacté leur délégué général, qui s'appelle Lauren Bounot. Je lui ai demandé s'il y aura Soros, qui finance Humanity in Action, Transparency International et Finance Watch, dont j'en parlerai aussi. Et je lui ai dit que Soros, il touchait sa bille niveau évasion fiscale avec le Quantum Fund, qui est domicilié aux îles Caïmans et aux Antilles néerlandaises. Mais bon, on ne m'a pas répondu. Et sur l'évasion fiscale,
c'est une autre contradiction de Soros. Donc il promeut la transparence, mais comme je viens de le dire, il a fait son beurre avec l'évasion fiscale. Et aussi, après 40 ans de bons et loyaux services, il a transformé son Soros Fund Management, donc son fonds d'investissement, en ce qu'on appelle un family office. En 2010, il y a une loi qui s'appelle la loi Dodd-Frank, qui a été promulguée suite aux excès qu'il y a eu avec la crise des subprimes de 2008, et qui demandait plus d'encadrement par la Security Exchange Commission des hedge funds, justement. Le 22 juin 2011, les family office qui ont fait du lobbying ont réussi à se faire exempter de cette obligation de transparence. Et après 42 ans de bons et loyaux services en hedge fund, en juillet 2011, le Soros Fund Management devient un family office. Comme ça, pour ne pas avoir à répondre aux obligations de transparence. En troisième lieu, il mène des guerres d'information contre des entreprises. Il a dit que le charbon était dangereux, que ça constitue une balle fatale pour le climat, par exemple. Et quand les actions des deux grandes entreprises de charbon sont passées de 90 $ à 1 $ aux États-Unis, il a tout racheté. Bon, les médias ont été très discrets là-dessus. Et il a mené aussi une guerre d'information à partir de 2004 contre Halliburton, une firme pétrolière. Et en 2006, quand il a fait suffisamment chuter l'action, il a racheté les actions. Encore une fois, c'est deux poids deux mesures. En dernier lieu, une autre contradiction, l'Open Society prétend corriger l'imperfection des systèmes. C'est-à-dire tout ce qui ne va pas, les imperfections économiques, les imperfections sociales, tout ce qui fait le malheur du monde entier. Mais à côté, dans cette même interview de 1998, à 60 minutes, il déclarait qu'il n'était pas responsable socialement des conséquences de ses investissements. Donc c'est encore une fois une contradiction. On peut prendre l'exemple d'Adecro-Agro. Il a investi il y a encore un an, cette boîte constituait son plus gros portefeuille d'actions, et elle fait de l'agro-business en Amérique latine. Mais cette boîte a acheté des terres qu'elle a ensuite revendues à 14 fois le prix d'achat. Et il y a d'autres organisations un peu plus honnêtes que Soros qui ont dénoncé le fait que cet agro-business obligeait des paysans à se déporter pour pouvoir vivre et réussir à faire de l'agriculture ailleurs. Sachant que les terres qui sont faites pour l'agrocarburant ensuite ne peuvent plus servir à faire de la bouffe, tout simplement. C'est l'exemple. Donc si on était un petit peu... si on pensait que Soros était schizophrène, on se demanderait vraiment ce qu'il en est. Mais ça s'explique un petit peu mieux quand on voit qu'il est très proche du pouvoir, en fin de compte, du pouvoir américain. Géographiquement, déjà, vous voyez que l'Open Society à Washington se situe ici, il y a plusieurs bureaux. Et la Maison Blanche, voilà, donc ça fait pas trop loin pour laisser ses pantoufles. Et à Bruxelles, vous le voyez, rue du Trône ici, et le Parlement, il se trouve juste ici. C'est pratique pour les opérations de lobbying. Ce qui est intéressant pour la branche de Washington, c'est que Soros déjà a beaucoup d'humour. Il y a une initiative qu'il a contribué à fonder qui s'appelle Publiez ce que vous payez, une plateforme, je ne sais pas si vous la connaissez, Publish What You Pay. Et sur le site de l'Open Society Policy Center, donc la branche washingtonienne, il a demandé, il y avait une publication, c'était que Publish What You Pay demande aux gendarmes boursiers, donc de la SEC, à laquelle Soros se soustrait, de s'adapter aux normes internationales en matière de transparence. C'est leur tête, en fait. À côté de ça, parmi les sujets qui sont traités par l'Open Society à Washington, il y a la demande pour aider à faire des sociétés ouvertes, notamment dans les pays du tiers-monde. Bon, il n'a pas attendu d'avoir leur réponse, il prend un petit peu les devants. J'avais fait sur Soros Connection des cartographies de l'Afrique. Il faut savoir qu'en Afrique, il a 4 branches. Il en a une en Afrique du Sud, puisqu'elle est circonscrite géographiquement, je ne vais pas la traiter ici. Il a une branche à l'Est, vous voyez toutes les ONG qui financent, enfin pas toutes, il y en manque sûrement, ça c'est ce que j'ai cartographié. Alors si c'est petit, c'est pas grave. Vous pourrez aller sur le site et vous y aurez accès en grand écran. Et en plus, j'ai mis un fichier Excel que vous pourrez télécharger pour trouver les noms d'ONG, les noms de pays et aussi les noms des thèmes qui sont traités par chaque ONG. Bon, là on peut considérer qu'il n'y en a pas beaucoup. Pour l'Afrique australe, ça se corse un petit peu, il y en a plus. Et pour l'Afrique de l'Ouest, c'est à peu près pareil que l'Afrique australe. Voilà. Il investit pas mal. On pourrait se dire que c'est pour le bien de l'humanité, que c'est pour ouvrir des sociétés avec du journalisme, avec l'éducation, avec la santé. Mais comme je vous ai dit, il y a le Soros Fund Management, donc il ne faut peut-être pas oublier le côté business qui joue là-dedans. L'ONG constitue en fait le paravent idéologique qui va permettre de mettre en avant l'émancipation, tout ce que vous voulez comme terme positif dans la construction de la réalité. Mais en fin de compte, on avait réalisé un petit dossier sur Bolloré, et qui était attaqué par diverses ONG au travers de la Socapal notamment. Et en fin de compte, en regroupant toutes ces ONG, on s'aperçoit qu'elles appartiennent au même écosystème. Je n'ai pas ce terme, mais bon, au même écosystème. Vous voyez l'Open Society,
l'initiative pour la transparence des industries extractives, qui est impulsée par Soros et qui What You Pay, même si elle a été officiellement créée par Tony Blair. Global Witness, dont j'ai déjà parlé. Human Rights Watch, dont je reparlerai. Bon, Oxfam, vous pourrez aussi retrouver cette cartographie, je ne vais pas trop m'étendre dessus. Donc Bolloré, ça va me permettre de faire la transition sur un peu le centre de l'intervention, qui sera la France, parce qu'on est dans un contexte présidentiel. Évidemment, bon, Soros ne va pas laisser l'occasion de côté. Enfin, quand je dis Soros, il faut bien comprendre que cette personne, par sa position géographique, est proche du pouvoir américain. Il dit qu'il est un homme d'État sans État. Il y a 20 ans, il disait c'est dommage que la Maison-Blanche n'emploie pas sa seule ressource à disposition, c'est-à-dire moi. Et bon, il travaille clairement avec les services de renseignement au travers de l'USAID. Je pense que je vous apprends rien à ce niveau-là. Pas de devin. Donc, ça, c'est un point que j'aborderai très rapidement, le risque de révolution de couleur. On y a eu droit en Serbie, on y a eu droit en Géorgie, au Kirghizistan, il y a une tentative en Biélorussie, il y a une tentative en Pologne, en Arménie, actuellement en Macédoine, en Russie, dans des pays d'Amérique latine, dans des pays d'Afrique. Il y a une tentative avec Occupy Wall Street à Hong Kong. Il ne faut pas croire que ça arrive qu'aux autres. Si un candidat ou une candidate souverainiste passe au pouvoir, vous pouvez être a priori sûr, sans être trop délirant là-dessus, qu'on aura des troubles et des manifestations dites spontanées. Si vous ne les avez pas lus, je vous invite à vous reporter à cet article, Les révolutions de couleur, autopsie et travaux pratiques de Joaquin Flores sur Sacar francophone, le meilleur article que j'ai lu sur les méthodes de dynamique des groupes et de création de révoltes et de révolutions colorées, et ensuite de tentatives de légitimation auprès des médias du monde entier. Et ensuite, Gene Sharp, que vous connaissez sûrement, qui est un héritier de Frank Kitson, avec ses 198 méthodes de l'action non violente. Donc on les connaît, vous avez le point, vous avez des slogans, vous avez des manifestations qui sont marquées avec un symbole, je vais vous montrer juste après. Voilà, je vous ai mis le lien court, vous le retrouverez de toute façon, puisque je crois que le PowerPoint sera mis en vidéo. Vous pourrez vous y reporter, ça vous évitera de chercher directement sur Internet. En exemple concret, qu'est-ce qui s'est passé après l'élection de Trump? On a eu droit d'abord à un appel à la manifestation d'un mouvement qui s'appelle MoveOn.org, dont Saperlipopette, le nom français, ressemble vachement au nom du parti d'un candidat actuel. Et juste après, on a eu droit à une marche évidemment spontanée. C'était une personne qui avait lancé ça sur Facebook, qui s'était indignée, et oh là là, surprise, quelques jours après, ça crée un engouement, enfin c'est le storytelling habituel pour faire croire que c'est spontané. Il y a une journaliste du New York Times qui s'appelle Asra Nomani, avec qui je vais un peu échanger, qui avait trouvé qu'il y avait 56 organisations de la Women's March qui étaient partenaires de l'Open Society, de Soros. Et j'avais fouillé un petit peu plus, j'en avais trouvé 78 de plus, donc sur un peu plus de 400, il y en a au moins 130 qui sont partenaires, sachant que je m'étais appuyé d'abord sur le fichier qu'elle avait constitué, et à partir de la lettre F, j'avais pris le fichier officiel qui est sur le site partenaire, c'est-à-dire qu'entre E et F, il y a une petite marge d'incertitude, donc il y en a sûrement plus que 130. Voilà, donc c'est pas très très spontané. Et pour le symbole, par rapport à la doctrine Gene Sharp, vous savez le fameux bonnet rose à oreilles de chat. Ensuite, Soros n'est pas présent en tant que tel en France. Vous avez une représentante qui s'appelle Lana Olo, qui représente l'Open Society, qui a fait une conférence avec Edwin Plenel de Mediapart, notamment. Il y a aussi, pour info sur Mediapart, il y a Karl Lask et Fabrice Arfi, qui sont, je crois, deux seuls des 3 journalistes à être membres d'un organisme que finance Soros. Je suis désolé, je ne me rappelle plus trop, je transmettrai à Pierre après coup. Donc sur l'impact de Soros, sans qu'il y ait forcément sa présence en France, je vais bien évidemment parler de la crise des migrants. Ça, ce sont les ONG qui, le long de la route des Balkans occidentaux, ont aidé les migrants à franchir les territoires. Elles sont financées par l'Open Society, il y en a un paquet d'autres, il y a un paquet d'ONG. Celles-ci sont financées par l'Open Society de Soros. Pas que, il y a d'autres ONG, il y a la Charles Stewart Mott, il y a USAID, il y a beaucoup d'ONG. Mais vu que je travaille sur Soros, je me suis focalisé sur Soros. Il y a différents niveaux, hein. Il y a de la logistique, là vous avez le lien avec Welcome to Europe, vous avez du lobbying institutionnel, plutôt ici, vous avez d'autres ONG qui donnent de l'information, qui expliquent comment passer les frontières, comment ne pas se faire refouler. C'est assez complet. Il y a encore d'autres ONG qui ne sont pas financées par l'Open Society, qui ont d'autres types d'actions qui sont parfois beaucoup plus directes. En fait, on parle beaucoup des no-borders, mais c'est une feuille de vie. Les no-borders, on s'en fout à la limite. C'est pas ce qu'il y a le plus, c'est vraiment le côté visible, le côté agite-propre, mais il y a beaucoup plus important. Picum a par exemple, je vais vous montrer, beaucoup plus d'impact que les no-borders. Je mentionnerai l'Université d'Europe centrale, et ça me permettra de douter un petit peu de ce que fera Trump contre Soros. Ça fait quand même quelques mois qu'il est élu, il ne se passe pas grand-chose. Et vous savez peut-être que Viktor Orban a décidé de s'en prendre à plusieurs universités,
qualifiés d'agents, plus ou moins d'agents de l'étranger, et l'Université d'Europe centrale en Hongrie, qui a été créée par Soros en 91, qui est encore financée par Soros, qui forme des petits soldats de l'Open Society, est dans le viseur. Et quand Washington a appris ça, alors j'ai vu ça sur Romandie, il faut que j'aille sur le site de la Maison Blanche, je vous invite à y aller, je n'ai pas eu le communiqué officiel, mais apparemment Washington aurait dit que l'Université d'Europe centrale est une institution de premier plan et contribue à la pensée critique indépendante. Soit c'est une blague de Trump à Orban, c'est une petite blague qu'il lui fait, soit il y a un souci quelque part. Voilà. Donc l'action de l'Open Society. Là, il y a la seule vraiment... à part la pleurniche, comme je vous disais en début, avec les années 30, la crise des migrants, il y a la seule action concrète de Soros lui-même, c'est un plan en 6 points qu'il avait fait en septembre 2005 pour répondre à Orban d'ailleurs, un plan qui était pro-migrant. Avec Maurice Jean, on avait fait une conférence qui s'appelait Soros Wars où j'avais directement lu la chose et c'est aussi disponible sur son site, donc je ne ferai pas la lecture ici. Vous avez le plan Merkel, qui émane pas directement de l'Open Society, mais qui émane de l'European Stability Initiative. Merkel n'en a pas écrit une ligne, ça s'appelle le plan Merkel, mais c'est trompeur. Par contre, parmi les financeurs, on trouve l'Open Society, et bien évidemment parmi d'autres ONG. Accueillir l'engagement, comment le sponsoring privé, etc., est un rapport qui a été fait avec une branche de l'Open Society qui s'appelle l'International Migration Initiative, en partenariat avec le Migration Policy Institute. Et c'est là que je parle vraiment de grosses influences sur la France, même si on ne le voit pas à première vue. Puisque si vous vous rappelez les propos d'Emmanuel Cos, elle demandait à ce que des particuliers aient la gentillesse d'accueillir des migrants chez eux. Et en fait, c'est une proposition qui vient de l'Open Society. Je ne m'attarderai pas sur ce second rapport, il y a la petite qui est marquée. Je m'attarderai plus sur PICOM, dont j'ai parlé dans la diapositive juste avant. La date 2014 est charnière, PICOM. Sur 16-17 ans d'existence, c'est la première fois que l'Open Society apparaît en tant que bailleur de fonds, juste avant la crise des migrants de 2015, c'est vraiment des coïncidences. Et c'est cette année qu'ils ont lancé la campagne Les mondes l'importance, World Matter. Dedans, ils ont mis où ils mettent qu'il ne faut plus employer le terme de migrants, enfin d'étrangers illégaux, de clandestins, de sans-papiers, parce que ça ne correspond pas à la réalité. Bon. Et que c'est discriminant. Vous retrouvez à peu près les mêmes propos l'année dernière dans la bouche de Bernard Cazeneuve, quand il a dit qu'il fallait arrêter de différencier étranger légal et étranger illégal. Une petite chose que j'ai pas mise là, c'est aussi le côté business. Hein. En spéculant sur en disant que l'Europe risquait de s'effondrer, l'Union européenne risquait de s'effondrer parce qu'elle n'arrive pas à se débrouiller avec la crise des migrants, alors que c'est lui qui l'orchestre, c'est un peu gonflé. Soros a créé une petite panique et il en a profité pour spéculer sur l'or en achetant des actions à la Barrick Gold Corporation. Quelques mois après, il les a revendues, puis il a dégagé entre 200 et 300 millions de bénéfices. Il n'y a pas de petit profit. Et à côté, il a dit qu'en octobre 2016, je crois, il avait dit qu'il investirait 500 millions de dollars dans des entreprises qui seraient créées par des clandestins, par des migrants. C'est la peine de la provoque. Les documents officiels sont très instructifs. En janvier, l'Open Society a publié son budget prévisionnel pour 2017. J'ai juste fait une capture d'écran du côté migrant. J'en reparlerai vite fait de ce budget à la fin de mon intervention. On peut juste voir ici que pour 2016, le total est 26,9. 2017, il augmente un peu. Mais là où ça a été particulièrement multiplié, vous voyez, sur les réfugiés, 4,2. Là, il a plus que triplé pour l'année 2017. A priori, on va bientôt en ressentir les effets. Là, c'est pour ce qui est extérieur à la France, mais dont on perçoit les effets directement. Soros a quand même quelques réseaux en France. Il y en a peut-être que vous connaissez. Sherpa en premier lieu, avec l'avocat médiatique William Bourdon, sur lequel je reviendrai plus longuement, donc je ne vais pas revenir dessus pour l'instant. Humanity in Action, j'en ai sûrement oublié, Humanity in Action, j'ai découvert il y a quelques semaines, par hasard, en bossant sur une autre qui s'appelle la Stavros Niarchos, qui investit aussi dans Humanity in Action. Sinon, je n'aurais pas trouvé. Donc Humanity in Action, qui est une ONG qui met en rapport des étudiants qui veulent tous lutter pour la société ouverte. Ils sont quand même assez... Alors, leur vidéo de présentation de la branche France a à peine 1400 vues en 4 ans. Ils ont quand même assez d'influence pour envoyer des stagiaires au Parlement européen ou au Sénat américain. Ils ont 7 antennes, 6 en Europe, une aux États-Unis. Je vous laisse deviner dans quel pays elles siègent. La Quadrature du Net, je vais citer leur propre site. Elle se présente comme une association de défense des droits et libertés des citoyens sur Internet. Elle promeut une adaptation de la législation française et européenne qui soit fidèle aux valeurs qui ont présidé au développement d'Internet
notamment la libre circulation de la connaissance. Je vous renvoie aux conférences Messi sur la cybernétique et au DARPANET et ses applications militaires pour montrer que c'est pas forcément ça. Le collectif contre l'islamophobie en France, on a entendu parler de Marwan Mohammad assez récemment, il y a quelques mois. Donc c'est quelqu'un qui est très communautariste. Et de mémoire, je ne vais pas dire de bêtises et diffuser de fake news, hein. Il me semble qu'il avait fait une conférence avec l'imam salafiste de Brest. Au moins il l'avait soutenu. Et il n'est pas actuellement financé, il avait juste perçu de dons de l'Open Society. La plateforme publiez ce que vous payez. Alors c'est une coalition d'ONG. Elle a été fondée en 2002 par George Soros et quelqu'un qui s'appelle Simon Taylor. Simon Taylor est le cofondateur et l'ancien président de l'ONG Global Witness, dont j'ai déjà parlé, qui reçoit beaucoup d'argent de George Soros. Sur les 6 membres fondateurs de Publish What You Pay, vous avez 4 ONG Soros. Vous avez Oxfam, Global Witness, donc l'Open Society, et Transparency International. Et ensuite, avec du lobbying, ça aboutira à l'industrie sur la transparence des industries extractives, qui a été mise en avant pour Tony Blair et qui essaye d'ouvrir les sociétés africaines qui voudraient garder un petit peu leurs ressources naturelles de manière un petit peu trop souveraine. Human Rights Watch, à côté, qui a été fondé en 1978 par Aryeh Neyer. La spécificité de Neyer, je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, donc je vais le redire au cas où. Neyer a été entre 1993 et 2012 le président de l'Open Society. Et on le trouve aussi au conseil d'administration de Global Witness, aux côtés d'Alexander Soros, puisqu'on pratique le népotisme dans la famille, et aux côtés de Mabel Van Orange, qui est une autre personne membre de l'Open Society, et qui fait également partie d'un groupe qui s'appelle l'International Crisis Group, au bureau duquel on retrouve aussi évidemment George Soros. Et Ghassan Salamé, le père de la chroniqueuse Léa Salamé aussi. C'est un petit monde. Voilà. Sur le financement du Human Rights Watch, Soros a dit il y a quelques années déjà qu'il financerait à raison de 10 millions par an pendant 10 ans cette ONG, car elle défend les droits d'homme, les droits de Excusez-moi. One. J'en reparlerai assez longuement tout à l'heure. J'espère qu'il n'y a pas de fans de Bono de YouTube parmi vous, sinon je vais briser des cœurs. C'est ce que je peux dire. Il y a les Transparency International, j'aurai l'occasion d'en reparler aussi tout à l'heure. Est-ce que les pouvoirs publics, comme je montre à l'instant, sont avisés de l'Open Society? Est-ce que ça leur pose problème de financer des initiatives avec? Ou a priori pas trop. C'est une association antiraciste financée en 2014 par la région Île-de-France notamment, mais pas que. Financée par la région Île-de-France, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture, le Premier ministre, ministère du Logement, mairie de Paris, et puis l'Open Society que vous voyez là. Il y a un rapport qui a fait du bruit, qui était sorti en septembre-octobre 2013, l'égalité trahie, l'impact des contrôles aux faciès. Si vous avez lu les câbles qu'avait sorti Wikileaks sur le projet Rifkin, ça peut laisser penser que le but poursuivi n'est pas l'égalité, n'est pas la fin des contrôles aux faciès. Bon, ça existe, d'accord, c'est vrai. Il y a un an et demi après, suite à ce rapport, l'État français a été condamné. Vous voyez ici le communiqué de Human Rights Watch, donc la Sorosite Human Rights Watch, la Ligue des droits de l'homme, qui a aussi reçu des financements de l'Open Society. Il y a des hackers qui sont appelés DCLX qui ont piraté 2500 fichiers de l'Open Society. Il y a beaucoup de choses qui sont révélées. Soros fait vraiment très attention dans ses éléments de langage, même en privé, enfin même en semi-privé. Donc vous ne trouverez rien qui puisse montrer que le mec a vraiment des visées explicites. Il est malin au niveau du langage, mais on apprend quand même pas mal de choses, notamment des financements qui ne sont pas exposés, parce qu'il est aussi apôtre de la transparence, mais dans la page dons de l'Open Society, il y en a un paquet qui n'apparaissent pas. Je leur avais écrit une fois pour leur poser une question sur un de leurs rapports, ils n'ont jamais répondu non plus. Je demandais un peu de transparence. Et vous avez ici donc l'ANAOLO de l'Open Society Justice Initiative. Voilà. L'Open Society ne dénonce jamais, mais absolument jamais, tous les faits de racisme anti-blanc. Il ne dénonce jamais aussi les problèmes de criminalité qu'il peut y avoir avec les migrants, en disant attention, il faudra peut-être un peu plus de régulation sur qui entre et qui sort. Ça crée un vrai biais cognitif, et ça laisse entendre quand même qu'il y a beaucoup d'idéologie. C'est des formules rhétoriques que je vous dis parce qu'on s'en doute, mais on peut se demander, notamment en mettant ça en comparant ceci avec le projet Rifkin, s'il n'y a pas, en fin de compte, comme aux États-Unis, une volonté d'instrumentalisation des communautés et des tensions ethniques. Je rappelle, c'est dans les fichiers piratés que Soros finance Black Lives Matter et a proposé notamment d'apporter l'Open Society, d'apporter de l'aide logistique pour aider ce mouvement à se développer.
grand moment. Les fake news. Alors, on doit ça à Google. Donc dans un communiqué de presse du 6 février 2017, Google a annoncé un partenariat avec First Draft. Ça c'est la page du site First Draft, l'entreprise First Draft. Et c'était pour aider l'électorat français à comprendre quoi et qui croire dans les flux de leurs réseaux sociaux, recherche web et consommation d'actualité générale dans les mois à venir, au cas où on sera un peu trop con. Donc First Draft, c'est une entreprise de technologie, et qui est en partie financée par Google News Lab, comme vous pouvez le voir ici, et qui a pour objectif de surveiller les informations en ligne, je cite, afin de sensibiliser et de faire face aux défis liés à la confiance et à la vérité dans les informations digitales. Alors il y a déjà Olivier Berruyer qui a démystifié sur son site Les Crises les bobards du décodex. Je ne l'ai pas lu, je l'ai acheté aujourd'hui. Je sais qu'il y a Élément qui a fait un gros dossier sur l'intox dans les décodeurs, ou les chasseurs de fake news. Je ne l'ai pas lu, je ne sais pas ce qu'il donne, mais je vous invite à le lire. Et je vous rappelle aussi, vous avez peut-être vu les vidéos, que quand vous allez sur Google durant la campagne présidentielle américaine et que vous tapiez Hillary Clinton, vous avez des suggestions, et c'était des suggestions positives. Quand vous allez sur les autres moteurs de recherche, c'était un petit peu plus critique quand même. Donc Google crée lui-même des biais, et puis ensuite prétend apporter des informations objectives. C'est un peu rigolo. Le Soros Food Management détient pas mal d'actions, enfin pas mal d'actions, c'est 3% et quelques, mais ça fait un paquet d'actions quand même, chez Google. En encadrant en jaune ici, vous voyez tous les partenaires ou toutes les organisations qui sont financées par l'Open Society, ou par le Soros Food Management pour le business. Ici, c'est pas l'Open Society, Soros investit dans Facebook. Pour la France, donc il y en a 12, je vous ai évité de compter. Pour la France, vous avez France Télévisions ici. Vous expliquez un certain comportement de David Pujadas ou d'autres sur les plateaux télé. Vous avez les décodeurs. J'en ai oublié deux, j'ai oublié The Observers de France 24 et l'agence France Presse. Donc une information impartiale et éclairée. Je passe à la suite. Un autre débat de fond, ce sont les lanceurs d'alerte. A priori, c'est très bien les lanceurs d'alerte, c'est pour dénoncer des dérives de multinationales. A priori, on peut presque qu'être pour. Sauf que, en mars 2016, le 27 mars 2016, c'est le député PSN Galut qui a porté cette proposition de loi à l'Assemblée nationale. Mais si vous remontez un peu plus en amont, vous voyez que ça a été fait en décembre 2015 déjà avec Transparency France. Transparency France n'a pas inventé non plus les propositions qui ont été faites par Yann Galut, mais celles-ci sont pour l'essentiel reprises d'un rapport de 2013 qui a été fait par qui a été fait par Transparency International, et c'est pour la protection internationale des lanceurs d'alerte, pour une législation internationale, je crois. Il y avait des remerciements à la fin de ce rapport qui peut laisser comprendre que ce n'est pas que Transparency International elle-même qui a émis les propositions. En rouge, vous avez deux branches de l'Open Society. La Batory Foundation, c'est la Stefan Batory Foundation, c'est l'Open Society en Pologne. C'est une des plus vieilles branches de l'Open Society. Je vous renvoie au livre Sauver la démocratie à l'Est de Soros, ça me parle pas mal. En bleu, vous avez les organisations et les personnalités qui sont liées à l'Open Society. Alors, j'avais fait un article dessus, je crois que c'est le dernier article que j'avais fait. Je vous laisserai vous reporter si vous voulez à Soros Connection. De toute façon, je travaille en source ouverte, je donne les sources. Je mets les captures d'écran à chaque fois, donc pour éviter de me faire traiter de fake news, justement. Voilà. Donc en fin de compte, est-ce que ce n'est pas l'Open Society qui a été suffisamment maligne pour ensuite permettre que soit transposée dans la loi française une proposition sur les lanceurs d'alerte, les lanceurs d'alerte, ce qui discréditerait un petit peu cette proposition et pourrait permettre de prendre avec un peu plus de pincettes des initiatives qui peuvent sembler nobles, mais qui ensuite sont passées dans notre loi. En tout cas, ça montre l'influence qu'il peut avoir quand on remonte un petit peu la chaîne. Pour les présidentielles, Transparency International France a fait 11 propositions. Globalement, les candidats ont répondu favorablement. Apparemment, aucun ne s'est interrogé sur leur légitimité, sur leur financement, sur tout un tas de choses. Il y a juste Nathalie Arthaud et Marine Le Pen qui sont un petit peu plus dubitatives. Mais pour l'essentiel, bon, ça passe comme on dit. Je vais m'arrêter rapidement sur quelques personnalités. C'est quoi ton engagement? J'ai oublié la fin. Il y en a qui sont pas mal, il y en a qui sont contre le cumul des mandats, pour plus de transparence dans la vie publique, pour ne pas prendre de membres de sa famille, je crois, dans certaines tâches. Vous pouvez les retrouver sur leur site, je suis désolé en plus je voulais l'apporter, mais je l'ai vraiment oublié.
Non, il y en a qui sont pas mal. Hein. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il y a vraiment des idées qui sont très bien, c'est Transparency International. Ah ouais. Mais quand on regarde qui est derrière, c'est là qu'on peut se demander si ça ne cache pas autre chose. Et Fillon, il n'a pas répondu? Alors, il n'avait pas répondu. Avec Jean Lassalle, il n'avait pas répondu. Et là, j'ai vérifié quand même aujourd'hui. Il y a quelques jours, il a répondu en disant « Oui, monsieur le président de Transparency International France, je m'engage sur ceci, cela. » Il a donné quelques gages. Et puis, le président a accusé réception. C'est des accords officiels entre les candidats et Transparency ou ça vient d'où en fait l'information à ce niveau-là? Laquelle? Les engagements auprès de Transparency. Ils envoient les propositions aux candidats. Les candidats, c'est en fait, pour aller sur le site de Transparency, quand vous cliquez, vous voyez les propositions que les candidats ont refusées, celles qu'ils ont acceptées. Ça permet de savoir qui se positionne sur quoi. Les candidats, Transparency envoient. Ils ressollicitent plusieurs fois. Ils ont dit qu'ils avaient sollicité Fillon plusieurs fois, qu'ils n'avaient pas eu de réponse. Et bon, là, ils ont fini par en avoir une. Et ensuite, les candidats répondent « Oui, je m'engage sur ça. Non, je refuse sur ça. Ça, partiellement d'accord. » Voilà. Ils se positionnent dessus. Je travaille un peu pour la Fondation Prometheus. C'est pareil avec les ONG. On leur envoie un baromètre de transparence. Transparency International n'a pas répondu. Et on pose des questions. Et à partir de ces questions, on établit une note globale. On coche les cases. Donc, s'ils ne répondent pas, on cherche sur leur site l'information disponible, on les note, on renvoie pour voir s'ils sont d'accord avec cette évaluation, s'ils veulent apporter quelques correctifs, il y a des informations qui peuvent nous échapper, s'ils ne répondent pas, cette note définitive. D'accord, ça vient de faire un distinguo entre ce qui est les engagements qu'ils prennent en parlant sur leur site et ce à quoi ils ont répondu à Transparency. Les candidats? Ce qui a été... ouais. Ouais, mais ça vous pouvez le voir en allant là-dessus. Quand vous cliquez, vous avez, Benoît Hamon, mauvais exemple, c'est sur le oui surtout. Par exemple, Marine Le Pen, vous pourrez voir ce à quoi elle s'oppose, ce sur quoi elle est plus ou moins d'accord et ce sur quoi elle est d'accord. Le détail est donné. Parce que, par exemple, sur le casier judiciaire vierge, certains s'y sont engagés, c'est pas l'œuvre de Transparency, c'est plutôt l'œuvre de... Oui, exactement. Oui, exactement. Bien sûr, c'est pas Transparency qui va ensuite donner les idées aux candidats. C'est pas... Voilà. Mais attention à ne pas faire ensuite un rapport entre Transparency et les candidats, alors que... Ah non, du tout. Juste pour les questions, peut-être qu'on pourra avoir après à la fin de l'exposé. Ouais, mais pour finir là-dessus quand même, ils envoient des... Enfin, c'est pas Transparency qui donne des ordres aux candidats. C'est pas eux qui impulsent non plus les décisions de candidats. François Fillon a dit « Oui, je me suis déjà engagé publiquement avant que vous m'ayez envoyé cette proposition. Par le passé, j'ai déjà dit que j'étais d'accord là-dessus. » La question ici, c'est... J'en reviendrai après, c'est au nom de qui ces personnes parlent, qui représentent-elles vraiment, pour ensuite faire du lobbying au nom de la société civile et faire passer un débat. Je n'ai pas voté pour eux, je ne sais pas si vous avez élu les membres de Transparency, les membres du conseil d'administration, moi pas. J'illustrerai avec quelques personnalités rapidement pour montrer que, en fait, ils ont vraiment des petits côtés Soros. Si vous êtes des lecteurs d'Emmanuel Ratier, en particulier du livre Au cœur du pouvoir, vous vous rappellerez qu'entre 1990 et 2003, Daniel Lebègue a été membre ou invité du Club Le Siècle, qui est un des clubs les plus opaques de France. Pas de problème, moi personnellement je connais un membre du Siècle parce que j'ai beaucoup d'affection, donc c'est pas le problème que ce soit pas transparent. C'est qu'on ne peut pas être président ensuite de Transparency France à partir de 2003 en plus, en ayant été dans un des clubs les plus opaques. Alors, Pascal Dany, il est plombé, c'est pareil, je crois qu'il c'est marqué sur le site de Transparency, enfin non pas ça. Mais je crois qu'il est membre du conseil d'administration du Siècle. Donc il n'est pas légitime pour parler de transparence non plus. Jacques Terret, qui intervenait ce soir, est vice-président de Transparency International France. Il est aussi administrateur de Finance Watch, qui est une ONG qui est censée lutter contre les dérives dans le monde de la finance, qui est financée aussi par l'Open Society. William Bourdon, encore lui, aujourd'hui, avocat de Transparency International France, j'en parlerai plus longuement après. Lorraine Bounot, que j'ai découverte avec Humanity in Action, dont la branche française est notamment financée par l'Open Society, et qui a été cofondée par Philippe Manière, un young leader qui est un ancien directeur de l'Institut Montaigne. Elle est aujourd'hui, après avoir été pendant plusieurs années responsable nationale pour Humanity in Action, mais elle n'a jamais parlé de Soros, elle est aujourd'hui déléguée internationale de Transparency France. Mais elle ne parle toujours pas de Soros. Voilà. Et si j'ai mis Georgie ici, c'est parce que même si l'Open Society ne finance pas directement Transparency International,
dans le rapport financier, au moins pour 2015, vous voyez des financements parmi les plus gros de la fondation Charles-Léopold Meyer. Je ne m'étendrai pas dessus, j'avais fait 2 articles dessus sur Soros Connection, où je montre tous les liens qui ont entre cette fondation suisse et justement l'Open Society. Et vous avez Reporters sans frontières, donc, qui a été financé par Soros. Ça, ce sont les financements de l'Open Society à l'égard de Transparency International, la branche générale. Hein. Depuis 1999, à travers son ONG, il y a plusieurs ONG, plusieurs ramifications, plusieurs membres de l'Open Society. Et le Rodney Walsh Institute, maintenant ça s'appelle le Natural Resource Government Institute. Petit clin d'œil, vous pourrez peut-être réfléchir à vous définir en tant que lobby, puisque si ce qui définit la légitimité en tant qu'acteur représentant de la société civile, c'est la fréquentation d'un site ou les personnes qui s'intéressent à vous, blague à part, ça serait bien de définir à partir de quand un acteur représente vraiment la société civile et peut se permettre de parler auprès des autorités, pour que ça ne soit pas une espèce de confiscation de la parole privée par certains experts autoproclamés, mais qui ne représentent nullement en fait, les citoyens. Vous n'êtes pas très loin en fait, donc vous pourriez presque vous revendiquer d'être un lobby pour les présidentielles. Et si vous regardez cette courbe-là au niveau international, il y a quelques mois vous étiez même au-dessus d'eux. William Bourdon. Alors c'est pas très poli, je vais un petit peu lire mes notes parce que je ne dois rien oublier sur lui. Il est au Conseil de Paris de Human Rights Watch. Il est avocat de Transparency International France, comme j'avais dit. Il a fait une conférence il y a quelques mois sur les lanceurs d'alerte pour l'Open Society Initiative for Southern Africa, mais qui était organisée avec le Southern Africa Resource Watch. C'est marrant, des fois les médias, par exemple en Afrique, on dit un rapport est sorti qui a été fait par OSISA et par le Southern Africa Resource Watch. Mais ils ne disent pas que ce fameux Southern Africa Resource Watch est une initiative créée par OSISA. Ça permet de croire qu'il y a 2 organismes, alors qu'en fait, ça n'est qu'un seul. Publiez ce que vous payez, je reviendrai un peu plus dessus. Global Witness, je vous renvoie au livre Carnage de Pierre Péan, des seuls journalistes d'investigation qui nous restent. William Bourdon était aussi l'avocat de survie et qui a été accusé par Pierre Péan avec Global Witness d'attaquer en particulier les activités françaises en Afrique, des activités qui sont discutables, mais en l'occurrence il n'attaque pas les activités américaines. Sherpa, donc il a fondé Sherpa pour lutter contre les victimes de crimes économiques, comme c'est marqué. Il s'est fait connaître sur l'affaire des biens mal acquis, enfin il s'est fait connaître avant, mais ça a marqué un gros coup pour lui. Et parmi les 49 partenaires que vous trouverez sur son site, il y en a plus de 25 qui sont financés ou partenaires de l'Open Society de Soros. Il est lui-même financé par l'Open Society. Depuis quelques années, il est un peu moins transparent sur ses financements. Avant, il donnait le détail. Maintenant, il l'a fait à la Oxfam. Hein. Il met fondation privée. Et par exemple, il y avait la lettre du continent qui avait révélé que Bourdon est administrateur d'une fondation qui s'appelle Fondation pour l'égalité des chances en Afrique. Mais il ne le met pas sur le site de Sherpa. Par contre, la lettre du continent avait relevé que Bourdon était avocat du président de cette fondation, qui est un opposant politique mauritanien, et qu'en même temps, cet opposant politique finançait Sherpa. Donc on n'est pas loin du conflit d'intérêts, mais ça, William Bourdon le passe un petit peu sous silence. Est-ce que j'aurais oublié des choses sur lui? Sur les contradictions, il n'a jamais pointé l'appartenance de Daniel Lebègue et Pascal Lamy au siècle, un organisme donc opaque. Il y a quelques semaines, il a été présenté comme l'avocat de la transparence sur France 5 dans ses politiques. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. C'est un moment où il s'était d'ailleurs indigné de la caricature qui avait été faite d'Emmanuel Macron qui rappelait les années 30. Mais par contre, il ne dit rien sur Soros qui n'a aucune culpabilité à avoir spolié les biens des Juifs dans le passé. Peut-être qu'il n'est pas au courant, mais au bout d'un moment, il y a quand même beaucoup de contradictions et ça commence à s'accumuler. Quand on lui fait remarquer que c'est un petit peu gênant d'être financé par l'Open Society, il dit que pour lui, au contraire, c'est flatteur, vu le rôle qu'a joué Soros dans les révolutions démocratiques, dans les coups d'État orchestrés. Je vous ai à peu près tout dit. Il est président de la PLAF, qui est une initiative qui a été lancée le 7 mars 2017. PLAF pour plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique. Il me semble que c'est au Sénégal, j'ai fait un article dessus sur Soros Connection aussi. Et 80 à 85% des personnes qui sont dedans viennent des réseaux Soros, sont financés par Soros. Et Bourdon est le président, et on y retrouve aussi une autre personne qui est membre qui a un poste d'administration dans la Fondation pour l'égalité des chances en Afrique dont j'avais parlé juste avant.
Il est aussi membre du conseil d'administration de la Fondation France Liberté, et c'est un ancien directeur jusqu'en 2000 de la fondation de la FIDH, qui est aussi financée par l'Open Society. On pourra noter aussi un petit fait marrant qu'il a préfacé un livre, Bourdon, qui s'appelle Agent Orange, Apocalypse du Vietnam, qui rappelait le rôle de Doc Humical durant la guerre du Vietnam. Par contre, il ne rappelle pas du tout qu'il y a encore un an, Soros possédait beaucoup d'actions chez Doc Humical. C'est tout ce qui est plus le cas maintenant. Et enfin, si vous êtes des lecteurs de Faits et Documents, je vous renvoie à la lettre de Faits et Documents numéro 422. Alors, il y en a qui cracheront dessus parce que idéologiquement, Faits et Documents, c'est ceci, c'est cela. Le fait est que depuis 1996, de mémoire, ils n'ont jamais été poursuivis une seule fois pour diffusion de fausses nouvelles, ce qui atteste un petit peu de leur fiabilité. Il y a deux personnes sinon qui s'en sont pris à Georges Soros, à William Bourdon. Enfin, deux personnes. Il y a Tracfin, ça je vous laisse lire ces documents. Et il y a aussi, pour ceux qui ont des connexions en Afrique, ça serait intéressant de solliciter la personne. C'est un journaliste qui s'appelle Asie Dominique de Marseille. Je l'ai contacté 2 fois, j'ai jamais eu de réponse. Il dirige un journal qui s'appelle Le Choc. Il avait eu un procès face à William Bourdon, et a priori il l'a gagné. Il disait que Bourdon a ouvert des comptes, je cite, a ouvert des comptes bancaires dans des paradis fiscaux que sont la Suisse et le Costa Rica. Il faut bien se poser la question de savoir si cette ouverture s'était faite en toute légalité. Il s'avère que cet argent provenait des fonds vautours, et le plus cité reste le très puissant et très connu Soros qui avait failli faire sauter la banque britannique. Très fâché, William Bourdon va porter plainte contre Le Choc. La vérité est que William Bourdon diffame lui aussi des chefs d'État car il les accuse sans preuve. Il ne fonde ses allégations que sur des soupçons, des suppositions. Il aime apporter plainte pour diffamation alors qu'il est lui-même un grand diffamateur. Bref. Mais a priori, Asie Dominique de Marseille a gagné le procès. Et l'autre, je vais mentionner quand même Tracfin. Bourdon était soupçonné d'avoir des comptes offshore. Il y a une interview qui est disponible dans Ciné Mensuel. Et donc Bourdon s'est insurgé contre ce complot contre sa personne. Il a déposé une plainte pour faux, usage de faux, et je crois que c'était diffamation, mais je ne suis pas sûr. Et bon, elle a été classée sans suite. Je dirais que c'était pas très sérieux, ces réclamations. Dernière ONG que je traiterai, One. Donc pour le plaisir, j'ai mis le cap ou pas cap. L'ONG est financée par Soros. C'est marrant de le voir l'ONG demander à lutter contre l'évasion fiscale. Vous voyez aussi des jeunes étudiants. Je vois des jeunes, pour moi c'est des étudiants, désolé. En même temps, qui ont l'air très sympathiques, qui mettent des t-shirts PAC ou pas cap, et qui vont faire le pied de grue devant le parti de certains candidats. Et le but c'est de pousser les candidats alors à lutter contre l'extrême pauvreté, mais le but principal de One, c'est aussi de lutter contre l'extrême pauvreté, notamment en Afrique. C'est là que c'est assez subtil, en fin de compte, que je vais vous montrer. Il y a quelques mois, les jeunes ambassadeurs de One, ces espèces de young leaders de One, sont allés soumettre leur manifeste à plusieurs candidats. Le manifeste est assez court, vous pourrez le retrouver sur le site de One. L'idée c'était de s'engager à lutter pour le développement de l'Afrique et contre l'extrême pauvreté. Donc ça c'est assez basique. Fillon a signé, Hamon a signé, Jean Lassalle a signé, il y en a plusieurs qui ont signé. Comme vous vous en doutez, ce ne sont pas ces jeunes qui font le programme de One et qui déterminent l'orientation de l'ONG. Quand vous cherchez un petit peu sur le site, que préconise l'ONG? Sur ce qui concerne les ressources naturelles, elle met en avant la fameuse initiative pour la transparence des industries extractives de Soros. On en parlera peut-être tout à l'heure, je ne vais pas continuer trop longtemps. Mais bon, fondamentalement, cette initiative cherche à faire pression sur les pays qui disposent de ressources minières, en général des pays africains, si vous regardez la cartographie de l'ITI sur leur site. Et on sait bien que le sous-sol africain est riche de minerais. Vous prenez l'exemple de Soros, là où il investit le plus, c'est pas dans la finance, c'est dans la technologie. Ça peut être dans les minerais qui permettent de créer des smartphones. Il a du business d'antennes relais en Afrique, avec notamment Madeleine Albright ou les Rothschild. Ça peut expliquer. Mais notre modèle français travaille essentiellement à partir des énergies fossiles, hein, comme vous le savez. Il y a une guerre d'information qui avait été menée contre EDF et Engie par Oxfam et les Amis de la Terre juste avant la COP21 pour mettre fin aux centrales à charbon et mettre en avant le business énergétique. Donc, quand vous regardez qui était derrière ces subventions pour les Amis de la Terre, c'était l'European Climate Foundation, et les bailleurs de fonds de l'European Climate Foundation étaient des acteurs du lobby énergétique, mais contre les énergies fossiles. Donc en fait c'est une guerre économique, mais par ONG interposées qui servent de paravent écologique ou de bonne conscience. Et là vous voyez, on parle d'énergie pétrolière, de gaz, de géothermie, d'hydroénergie. Et là j'en parlerai peut-être dans les questions-réponses. Le One a réussi à faire du lobbying auprès d'Obama
pour un plan qui s'appelle Power Africa et mettre en place l'Electrify Africa Act. Sur le site de l'USAID, vous avez le manuel de Power Africa qui parle de la mise en place de ces énergies en Afrique. Et vous trouvez notamment 2-3 boîtes où investit Soros. Et par la lettre du continent, une fois de plus, il y a quelques mois, vous apprenez que Soros investit massivement dans l'hydroélectricité en Afrique. Et ici, ouvrir les budgets aux citoyens, vous avez le partenariat budgétaire international qui se dit, alors on va parler d'amande rose, mais qui se dit ne pas recevoir de fonds du gouvernement américain et de ses agences. Bon, par contre, ils reçoivent de l'argent de la Ford Foundation, qui est un paravent de la CIA, ça a été montré dans les années 70 quand il faisait de l'ingérence avec le Congrès pour la culture et la démocratie. L'Open Society, bien sûr, l'Open Society toujours, la fondation Bill et Melinda Gates. Voilà. Je conclurai sur One en donnant l'idée de qui peut créer le programme et décider ce que comprendront les propositions qui seront soumises par les jeunes ambassadeurs aux candidats. Cette personne est Morton Halperin. Ce que vous voyez en cadre en rouge, ce sont toutes les années de sa carrière qu'il a passées à Washington DC, de 1967 en 1998. Il a bossé pendant plusieurs années en tant que président du Soros Fund Management. Il était ensuite vice-président du Soros Fund Management jusqu'à 2011. Et pendant qu'il y était, et il est ensuite encore maintenant, il est haut conseiller auprès de Soros à l'Open Society, quand je vous parlais des chassés-croisés en début d'intervention. Il a travaillé avec les services de renseignement, il a travaillé sur le thème du renseignement aussi, et comme je l'avais dit, non je ne l'ai pas dit tout à l'heure, il est membre du conseil d'administration de la branche washingtonienne de l'Open Society. Bref, c'est ce qu'on appelle à moitié un barbu. Hein. Voilà. Le principe méthodologique, regardez toujours sur les... Quand il y a une ONG, qui est au conseil d'administration? S'il y a des bilans financiers, qu'est-ce qui finance? À hauteur de combien? Les personnalités, vous en apprenez beaucoup. Soros investit avec Mark Zuckerberg de Facebook dans le lobby énergétique des renouvelables. Il y a une autre personne, je ne serai pas ici, qui est membre du conseil d'administration de One et qui est une ancienne directrice de Facebook également. Et pour modeste, c'est pas de la prospective, hein, je triche, mais c'est à partir du budget 2017 de l'Open Society. Qu'est-ce qui peut nous attendre pour l'année à venir? Vous avez une augmentation du budget de l'Open Society de 53% entre 2016 et 2017 dans l'Asie-Pacifique. Donc a priori, il y a des révolutions, comme dit Bourdon, des révolutions démocratiques à venir. Et vous avez une augmentation de 39% du budget sur la zone Moyen-Orient, Afrique du Nord et Asie du Sud-Est. Donc il y aura, a priori, il va y avoir des révolutions, et je pense qu'on va manger encore plus de migrants. C'est quoi? Migrants. Voilà, j'en ai terminé, je vous laisserai apprécier ces quelques déclarations de Soros. J'en ai une page entière, mais j'en mets que 4 pour pas surcharger le PowerPoint. Vous voyez tous ou au fond? Ouais, d'accord. Je vous laisserai les apprécier, puis je vais essayer de répondre à vos questions, si je le peux. Merci.